2020 restera dans les mémoires. Oléron ici vit une parenthèse temporelle que personne n'aurait pu imaginer. Ce pont, vide de circulation, n'en est pas l'image la moins étonnante et il y en aura d'autres. Ce film est celui d'une île figée, d'une parenthèse que tous souhaitent unique. Un contraste saisissant d'un printemps où tout s'éveille et pourtant. L'Oléron est connu pour son dynamisme sportif, culturel et festif. Le 3e week-end de février est dévolu à la célèbre fête du Mimosa. Cet événement est considéré comme le lancement de la saison estivale oléronaise. Cependant, dans l'euphorie de cette fête, au milieu de milliers de personnes venues de tous horizons, une nouvelle inquiétante commence à circuler. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Le président de la République met un coup d'arrêt au pays. Oléron n'y échappera pas. Rester chez soi, oui, mais où? Ceux qui ont le choix d'une résidence pour leur confinement ne vont pas hésiter longtemps, ce qui va faire causer. On a vu effectivement des personnes qui sont arrivées sur Oléron et qui ne sont pas oléronnais parce qu'ils sont propriétaires résidents secondaires ou parce qu'ils sont en vacances ou autre. Mais c'était avant le confinement, avant le 15 mars. Il y en a même qui sont venus voter et qui sont inscrits ici. Et ils sont restés bloqués. Parce que pour le coup, le confinement pour eux, c'était « je ne bouge pas ». Bah oui, on s'est enfermé, on a fait quelques courses et puis on s'est enfermé, on s'est confiné. Comme on l'aurait fait partout ailleurs. Du point de vue d'Oléron, quand on voit arriver les Parisiens, on comprend le sentiment. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui viennent d'une zone contaminée, qui sont potentiellement porteurs. Moi, je venais avec des enfants. Donc nous, tout de suite, dans les premiers jours, on a fait très attention. Donc les enfants ne sont pas sortis. C'est moi qui suis allé faire les courses, qui ai utilisé les gestes barrières. Et nous, on n'a pas du tout senti d'animosité. L'autre jour, ma femme est allée à Saint-Pierre faire des courses. Elle a suivi une voiture, grillé un stop, grillé les feux. Elle a grillé un stop là. C'est tout et n'importe quoi. Mais c'est pas un 17. C'est tout des estimants qui sont là, qui se défoulent. Quand les gens ont une résidence secondaire ici, ils ont autant le droit de venir qu'eux qui habitent ici à l'année. Enfin, je veux dire, ils sont là peut-être depuis des générations en résidence secondaire. C'est pas une raison pour aller taguer leur voiture ou leur crever les pneus, comme ça a été le cas, je crois, sur le sud de l'île ou sur l'île de Ré, quoi. Moi, je veux pas attraper le virus. Pour moi, les gens qui arrivent, parce que même la zone verte, elle n'est pas à 0 cas. Donc, moi, je dis que pour moi, c'est un peu chacun chez soi. On a toujours vécu avec des personnes qui venaient sur Oléron. L'île d'Oléron a évolué, a une dimension expansionniste, économique, touristique. On a une chance d'avoir du tourisme et en plus d'avoir un territoire qui le mérite et qui est exceptionnel. À l'inverse, mais si demain on devait être ramassé par des grosses vagues, par des submersions et qu'on veut disparaître, on serait tellement heureux d'être accueillis ailleurs avec des personnes qui sont sur le continent et qui seraient contents de recevoir des Oléronais qui sont en souffrance. Donc je pense qu'ils sont légitimes à venir dans la résidence
le secondaire dès lors qu'ils ne font pas des allers-retours avec leur résidence principale et qu'ils jouent le jeu du confinement comme les autres. Et je me suis retrouvé bloqué, je n'ai pas pu rentrer à Paris. Un monsieur qui est arrivé là vers moi, il me dit « Ça va, vous êtes bien ici ?» Je dis « Oui, ça va, tout va bien, impeccable. » Il me dit « Mais vous savez qu'ici, vous n'êtes pas chez vous ?» C'est une région où on vient régulièrement, toutes les périodes de l'année en fait, donc on connaissait bien l'endroit. Donc on est 17-18 camping-cars et nous sommes restés ici. On a un marchand de primeurs qui s'est proposé de nous livrer la marchandise ici. On a un poissonnier qui est également venu nous apporter du poisson. Donc finalement, on est plutôt des gens qui sommes effectivement très privilégiés par rapport au confinement habituel et plus particulièrement dans les grandes villes, ça c'est évident. Ce qui nous a plus gênés, c'est que peut-être certains Oléronais ont respecté le confinement et qu'on a vu quelques personnes qui se baladaient, les jambes à l'air, en short, ne comprenant peut-être pas ce que c'était le confinement et se croyant peut-être en vacances comme d'habitude. Et c'est ça qui a posé problème, pas le reste. On ferme. Les rideaux de fer ne se relèvent pas. Ce qui semble à peu près normal un dimanche va se révéler un choc le lundi matin, alors que la vie devait reprendre son cours normal. Plus rien. Silence. Les effets de cette annonce marquent les esprits. Oléron entre dans un tunnel. On est samedi soir et je reçois un SMS d'un collègue qui me dit « Attention, fermeture des restaurants ». Regarde sur BFM, le Premier ministre vient de prendre la parole. Je regarde le Premier ministre et effectivement, j'entends qu'on doit fermer les restaurants. On doit fermer les piscines, les centres de thalasso. Et ici, l'hôtel sans restaurant, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, fermeture de l'hôtel. On est tous très surpris, c'est très violent, c'est inattendu, mais obligé de faire. Tous les commerces insulaires vont être impactés. Et personne ne saurait dire pour combien de temps. Alors qu'une belle saison se profilait, cet arrêt brutal bloque toute la machine économique. Pourtant, certains ne se résignent pas. Parce qu'on a envie de continuer, on se bat pour continuer. Parce que dans notre métier, je pense que c'est un endroit important. Un bar, un bistrot, un restaurant, un commerce d'une manière générale. C'est des endroits où les gens se rencontrent, les gens vivent. Il n'y a plus de vie, on ne voit plus personne passer, on ne voit rien. Alors que là, normalement, le parking devrait être plein, le marché devrait être ouvert, les commerçants devraient y avoir du monde en terrasse, partout. On n'entend même plus un bruit de bateau, on n'entend rien. C'est vraiment triste pour nous. Bon, on n'a pas encore vu de sanglier dans la rue, mais ça devrait pas tarder si ça continue. Ce calme surprend. Les réactions sont diverses, de la sidération pour certains, une angoisse pour d'autres. Mais il y a aussi des Iliens qui y trouvent une part de bonheur, de sérénité. Bah là, c'est pas mal, tu as vu les mouettes, les bateaux, ça sent bon. Non, j'aime bien. Le confinement, tu sais, quand on est à la retraite, quand on habite seul, eh ben, on est souvent... J'avais un peu l'habitude, j'ai des bouquins, ça va moi. Je souffre pas trop du confinement. Ce que je souffre, c'est pas de voir les autres. La cotinière, sans monde, ça fait drôle, c'est tout triste, tout le monde se demande ce qui se passe, ouais, c'est vrai. Bon, habitant là l'hiver, là, comme il y a eu la crise, je suis parti souvent de fois sur le port, je me disais mais c'est pas possible, mais bon, quand on voit à la télé les grandes villes qui sont aussi où on découvre les monuments comme Paris et tout ça, on se dit ben oui, c'est un événement exceptionnel. Connu pour son effervescence permanente, le port de la Cotinière ne désemplit jamais entre touristes et professionnels. Là encore, on en a le souffle coupé dans ce poumon économique. Et ce poumon a été atteint par ce virus. Donc, au premier temps du confinement, des pêcheurs ont été fortement pénalisés puisque les cours se sont effondrés. Ils ne savaient pas non plus s'il fallait partir en mer.
La filière d'acheteurs, des poissonniers, des marailleurs n'avait pas forcément aussi de visibilité par rapport à cette filière. Donc ça s'est arrêté, le port s'est arrêté. C'est une première, généralement on le vit pendant des tempêtes. Mais là en plein beau temps, il y avait de la pêche, la ressource était là. L'activité s'est arrêtée subitement. L'annonce a été claire, confinement strict. Nous on pouvait continuer à aller à la mer. Moi on a préféré stopper vu qu'on pêchait du poisson de ligne qui est surtout destiné aux restaurateurs et à l'exportation. Vu que tout était fermé, la décision n'a pas été trop dure à prendre. Il n'y a pas que la vie quotidienne qui en subit les conséquences. Les travaux du nouveau bassin connaissent un ralentissement et cela va se répercuter dans l'avenir. Plus le report sera loin dans la saison, plus on risque de se retrouver avec des conditions météorologiques qui seront impactantes, par exemple sur le prolongement de la jetée. Et ça, on n'en connaît pas exactement tous les tenants et les aboutissants. Cette vague pandémique a également des répercussions sur la filière nautique. Ah, c'est une ambiance particulière, à une période où d'habitude, avec les beaux jours, le port se met un peu à grouiller, on trouve des couleurs sur l'eau avec les voiles, les bateaux, de la vie. Là, on se retrouve à avoir un temps magnifique et une zone déserte. On a l'impression d'un endroit presque abandonné. Actuellement, normalement, les bateaux ne peuvent pas arriver parce que, de par le confinement, ils n'ont pas le droit de naviguer. Alors, il y a quand même des autorisations qui sont données éventuellement à des professionnels pour faire du transit de bateaux. Et on a forcément des interrogations. Et si une personne nous appelle pour savoir avoir des renseignements sur son bateau, nous proposons d'envoyer un agent voir le bateau et de l'informer s'il y avait un problème. Ce qui frappera plus encore est de voir ces écoles fermées. Ces lieux de vie réduits désormais à un silence pesant. Les jeux, les rires, les cris pointus de toute cette jeunesse se sont évanouis. Les rendez-vous de sortie de classe où les parents se retrouvent n'ont plus lieu d'être. Lourd à porter pour les enfants et les enseignants. Dès la première semaine, dès la fin de la première semaine de confinement, j'étais en relation avec mes équipes et je leur ai dit d'un petit courriel, les cris des élèves me manquent. Voilà, et donc derrière, voilà, ça fait maintenant quelques semaines. Donc s'il me manque au bout de la première semaine, voilà, il me manque encore plus. Quant à la culture, c'est l'arrêt total. Les cinémas attendront la prochaine séance. Pour les spectacles, on ne joue plus. Les guichets sont fermés. Du jour au lendemain, le week-end de mi-mars, j'avais 2 prestations avec la même compagnie d'affilée. On a joué le vendredi, on a annulé le samedi et depuis plus rien. Pas d'artistes qui exercent, pas de spectacle, donc pas de prestations techniques. Non, ça ne se rattrape pas. Non. Ça ne se rattrape pas. On a une aide de solidarité qui nous assure un salaire, à peu près. La vie culturelle et la vie tout court de la population est aussi un élément essentiel du lien social. J'avais coutume de dire avant la pandémie, bien que le lien social était la priorité des élus locaux, ça ne l'est plus encore aujourd'hui, ce le sera davantage demain. Donc il me tarde en effet de faire revivre cela dès qu'on le pourra, dès que les conditions sanitaires le permettront. Certaines structures ne se ferment pas qu'en tournant une clé, en abaissant une grille. Le redémarrage sera sans doute plus long à mettre en œuvre. Ça a été une gestion technique, à savoir mise en veille de l'établissement. Donc on a mis en hivernage tous les bassins. On a coupé le maximum de machinerie pour limiter les charges, tout simplement. Voilà, depuis ce temps-là, depuis le 14 mars, on attend une possibilité de réouverture. Comment concevoir d'habiter sur une île sans profiter des forêts paisibles? Comment imaginer ne pas pouvoir se promener, courir sur les immenses plages, écharpes dorées bordant un infini océanique? Et pourtant, tout cela devient inaccessible. Les plages sont fermées jusqu'au 2 juin. Moi, je pense qu'il aurait été préférable de laisser un petit peu d'autonomie, de liberté
au maire qui aurait pu légiférer par arrêté municipal. Et il est bien évident que si l'on réfléchit, rien que pour les promenades en forêt ou sur la plage, les espaces sont tellement grands qu'il n'y avait pas de risque de rassemblement, de promiscuité. Nous ne sommes pas confrontés à des plages urbaines avec un afflux de population. Ça devient angoissant. Ça fait un mois qu'on est ici. Ça fait un mois que j'ai pas vu la mer et je suis sur une île. Moi, ma vie était rythmée par le surf, comme d'autres Oléronais, mais voilà, c'était mon timing dans la journée, c'était le réveil, on regarde les conditions météo pour aller surfer. Et puis là, ça fait un peu plus d'un mois, ça commence à être dur. Le viaduc, ce passage obligé, est l'objet d'une surveillance constante. Quiconque veut entrer ou sortir ne peut y échapper. Les forces de l'ordre ne vont pas se priver de le faire savoir. Il faudra mettre du discernement, être souple, comprendre ou sévir. La tâche n'est pas si simple. On nous dit que le motif garde d'enfants par les grands-parents sont interdits. Je ne sais pas d'où c'est interdit, donc on est bloqué là pour savoir si on n'est pas en tort ou pas d'être revenu chercher nos enfants qui étaient confinés ici depuis le début du confinement. Donc je vais vous verbaliser. Je vais vous demander votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Je peux les comprendre aussi, mais là, nous, on fait rien de mal, on fait juste la récupération de nos enfants. Il faut tenir le pont tous les jours, il faut faire du contrôle très fréquemment. Chaque situation est particulière, on essaye de s'adapter au mieux pour chaque situation. Pour verbaliser quelqu'un, je pense qu'il faut se mettre à la place de la personne et se dire qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Et on juge après savoir si on verbalise ou pas. 4 fois par jour, on se fait arrêter pour se faire contrôler. Ah, et ils ne vous reconnaissent pas? Non, parce que c'est jamais les mêmes. La liberté de déplacement sur Oléron comme partout est soumise à des contrôles. Sur l'île, la vie est restée insouciante si longtemps. L'atmosphère devient pesante, les insulaires vont avoir quelques difficultés avec ça. Alors en ce qui concerne les forces de gendarmerie, notre travail a été essentiellement axé sur le faire respecter notamment le confinement, avec des contrôles réguliers et notamment sur le littoral, puisque forcément les plages ayant attiré un petit peu les convoitises et les beaux jours arrivant juste après, justement au début, au niveau du confinement, il a fallu qu'on veille un petit peu à ça. Les consignes du confinement n'ont pas forcément été respectées par certaines personnes sur le littoral, donc on a été intransigeante assez rapidement. Il a fallu verbaliser malheureusement, mais c'était assez minime et dans l'ensemble, je vous dis, les Oléronais ont été assez respectueux des consignes données. J'ai ma chienne qui fait ses besoins, je ramasse ses besoins et on n'a pas d'autres poubelles que les poubelles qui sont en bordure de littoral. Donc je prends les besoins, je vais les porter dans la poubelle en bordure de littoral et à croire qu'on s'était donné rendez-vous avec une brigade de gendarmerie où ils étaient 3 en vélo. Ils m'ont vu sur l'esplanade où il y a les poubelles et ils m'ont verbalisé. Je trouve ça bête parce que la route c'est quand même un endroit où les voitures passent et c'est plus risqué de se mettre là que se mettre ici. Qu'est-ce que ça change? On n'est pas sur la mer, on est sur un trottoir. Trois semaines après le confinement où les vagues étaient vraiment très belles et là j'ai été tenté d'aller à Chasseron, j'y suis allé. Et à la sortie de l'eau, j'ai été accueilli par 4 gendarmes, très gentiment, très courtoisement. Et je me suis excusé tout de suite qu'ils déplacent 4 gendarmes pour moi, qui étaient seuls dans l'eau. Donc ça s'est bien passé, mais ils m'ont bien expliqué que j'avais joué et que j'avais perdu. Donc j'ai eu plusieurs amendes pour plusieurs infractions. Dans ces moments de confinement, c'est nous donner beaucoup plus que d'autres n'ont pas. Donc je trouve normal qu'on soit tous au même... Je crois qu'on a la chance d'être dans une île quand même qui est merveilleuse, avec un site merveilleux dont on ne peut pas profiter. Et je crois que les gens souffrent de ça. Si on voit bien, moi qui suis Saint-Trojanais et qui côtoie l'ensemble de la population, c'est ce qui se passe en réalité. Ils ne comprennent pas que les plages soient fermées, que les bords de digues soient interdits, que les grands sentiers
forestiers soient interdits. On a fait beaucoup de pédagogie par rapport à ça. C'est vrai que quand vous voyez des espaces verts comme ça donne envie forcément de se promener. Mais actuellement, c'est interdit, hein, jusqu'à dimanche en tout cas. On est vigilant par rapport à ça également. Ils ont été obligés de faire des contrôles dits à la con, là-dessus, parce que c'était obligatoire, etc. Mais il y a eu du discernement intelligent là-dessus. Et quand on a fait les autorisations pour les personnes, pour ce qui s'appelle la mission d'intérêt général, eh bien, il n'a pas fallu batailler. Idem avec le sous-préfet quand on a discuté pour les écluses. De suite, ils ont compris aussi. Donc ça veut dire que même dans les périodes compliquées et complexes, il y a du discernement. Mais on a eu droit à l'hélicoptère qui passait le long de la plage, le drone, on a eu droit au drone, les motards à moto, les motards à vélo. On se demandait si vraiment on était des êtres humains normaux ou quoi. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire et pas faire, quoi. Là, j'irais bien à la pêche sur le chenal, par exemple. Je ne sais pas si je pourrais avoir accès ou pas, quoi. C'est vrai qu'on est dans l'île d'Oléron, et plus particulièrement sur Saint-Denis et le phare de Chasseron, on est sur des secteurs géographiques qui nous incitent à sortir de la maison, à aller voir la mer, la nature. Mais malgré ça, il y a peu de gens vraiment qui outrepassent les limites. Passé le cap de la sidération, il faut réagir, s'adapter. Les services publics, en tout premier lieu, ne peuvent s'arrêter. Tout doit être mis en place et s'organiser dès le lundi. Le 16 mars, première fois qu'on connaît ça dans une vie, le confinement total et les services publics qu'il faut assurer, j'allais dire coûte que coûte, pour que les gens puissent continuer à vivre. On a maintenu en présentiel, en physiquement opérationnel, les services de collecte des déchets, parce que ça, c'est évidemment, on ne peut pas l'interrompre. On a assuré des services minimums pour les personnels soignants en garde d'enfants, hein, donc crèches et centres de loisirs, aux côtés des écoles qui ont aussi pu assurer ce type de service. Et puis on a continué à déterminer les priorités. Qu'est-ce qu'on pouvait reporter, qu'est-ce qu'on devait annuler, quel impact pour les entreprises. Certains ont pu continuer à travailler dans de bonnes conditions en télétravail parce que leur métier le permet et n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir revenir à la normalité, ce qui ne sera pas le cas avant plusieurs mois, clairement. On va continuer le télétravail pendant plusieurs mois. Quels sont les horaires d'ouverture au public qu'on a retenus? Quels sont les horaires des agents? Parce qu'il y a des rotations d'agents. Si l'enveloppe budgétaire qu'on a allouée pour les travailleurs saisonniers, si on la maintient, on va plutôt aller s'orienter sur des recrutements en ce style pour pouvoir entretenir le bord des routes, ainsi de suite. D'abord, il y a beaucoup de réunions que l'on fait par téléphone, d'échanges par mail ou en visioconférence ou en audioconférence. Là, par rapport au conseil communautaire, j'ai souhaité maintenir un bureau communautaire toutes les 2 semaines, le mercredi après-midi. On a eu une petite période de flottement, hein, dès que le confinement a été donc officialisé, et on a décidé petit à petit de remonter en puissance et de se remettre au travail. Alors évidemment, il a fallu établir un cahier des charges assez strict par rapport déjà aux recommandations, et ensuite qui concerne en fait la sécurité de nos employés. Les entreprises, les commerces qui resteront ouverts vont réagir. Observer la situation, être inventif, trouver des astuces, les solutions les plus satisfaisantes, se serrer les coudes pour tout dire. Il faut savoir aussi prendre du recul et regarder un petit peu ce qui se passe autour. Des commerçants qui sont en arrêt d'activité, perte d'exploitation. Et là, à ce moment-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Je me suis dit, pourquoi pas les embaucher pour venir essayer de les aider, on va dire. Et donc on est arrivé à 5-6 commerçants de l'île d'Oléron qui sont venus et qui, un matin, voilà, ils sont arrivés à 7h pour travailler. Je l'ai contacté le lendemain matin et en fait, on a travaillé ensemble depuis maintenant 1 mois. Et j'espère qu'il va durer. Quand le confinement a commencé, j'ai cru comprendre par les réseaux sociaux que les soignants manquaient de masques et je me suis dit c'est peut-être comme ça que je peux être utile. Et du coup, je me suis dit j'ai l'atelier, j'ai les matières premières ici, tout sur place. En plus, si ça peut permettre de faire travailler les artisans du coin et ne pas aller chercher ça à l'autre bout du monde, tant mieux. Tant mieux.
Voilà, on est chez nous, on est confiné, de quoi on a envie pour être bien. Voilà, ça peut être le jardin pour certains, des activités découvertes pour d'autres. Je connais des gens qui se mettent à la musique parce que voilà, là ils n'ont pas le choix, ils ont du temps de dégager, donc ils ont envie de se mettre à autre chose. Donc si moi, dans les choses positives, peut y avoir quelque part des gens qui s'écoutent un petit peu plus pour leur confort, et puis après ça va peut-être participer à du bien-être général. Côté scolaire, l'organisation est laborieuse. Les élèves sont à la peine, les réseaux saturés ne peuvent pas tout. Mais les jeunes sont astucieux et les parents font un travail d'équilibriste. On doit rendre des DM qu'on n'a pas eu, qu'on ne nous a pas expliqué comment on doit faire. On n'a pas eu les cours dessus, mais on doit rendre des évaluations qui correspondent. On ne sait pas trop comment on doit faire, du coup on essaie de s'entraider au maximum. Et on essaie de faire le maximum, de rendre nos devoirs en groupe. Parce que sinon, on peut pas s'en sortir. Bon, t'es prête pour notre séance de sport tout à l'heure, hein? Oui, 18h. En ce moment, la plage, c'est pas possible. On peut pas s'aérer avec nos copines comme on le fait d'habitude. Et c'est pour ça que d'être juste devant chez soi et de pouvoir faire du skate, ça permet de changer les esprits plutôt que de rester chez soi enfermé. Bon, au début, on le gère comme on peut. On attend les mails des maîtresses. On essaye de bien faire, de garder le rythme. Et après, au bout de 2-3 semaines, ça s'étiole un peu, on en profite, on se lève un petit peu plus tard, donc on les décale. Et donc, bon, ça s'est bien passé, mais j'ai trouvé ça assez difficile. Beaucoup de parents qui me disent, mais reprenez-moi mes enfants, je n'en peux plus. Je me suis aperçu que le métier d'enseignant, c'est pas le mien et c'est extrêmement compliqué. Le dernier lieu de convivialité, le cœur de la vie est le marché. Le maintenir un devoir, il est impossible qu'il s'arrête. Ses atouts sont énormes, la proximité, les produits frais locaux. Sur Oléron, on va se battre pour eux et les clients vont s'en ravir. Les gens sont très contents d'avoir des choses fraîches, voilà, de chez tous les marchands, que ce soit légumes, que ce soit viande, produits de la mer, ça leur fait du bien. C'est que cette période est plutôt irréelle et en fait on y vient quand même avec plaisir, mais avec un peu moins de plaisir qu'avant. C'est clair qu'on peut plus, quand on voit des amis, on peut plus aller discuter avec les amis, etc. Donc c'est presque une tentation frustrante parce qu'on voit les gens, on ne peut pas trop les aborder. Et donc on vient pour faire travailler les fournisseurs locaux. Mais heureusement que le marché du château est là. C'est super parce que le marché a une réputation digne de ce nom et c'est vraiment super que ce marché soit ouvert 3 jours par semaine, c'est clair. C'est beaucoup moins sympa. Les commerçants doivent attendre, la situation est parfois un petit peu tendue, donc oui, il y a toujours un stress chez les gens, chez nous, enfin chez moi aussi, qui fait que voilà, on est quand même un petit peu inquiet. En plus, il y a toujours la psychose des gens qui viendraient de l'extérieur. Bon, ça c'est quelque chose qui est là. Ça choque, puisque le dimanche, il n'y a pas de marché, et le reste du temps, il faut faire la queue un peu partout, et il n'y a pas énormément de monde. Sur Oléron, on se croirait comme dans un lieu privilégié quand même. Ce qui manque, c'est de ne pas pouvoir prendre son petit café après avoir acheté son poisson et ses légumes. Le marché fonctionne, les boulangeries sont ouvertes, les caves à vin sont aussi ouvertes et ça c'est important. La filière tourisme a vu un couperet tomber alors qu'une belle saison se préparait, que les réservations allaient bon train. Le coup est brutal. Cette machine économique, cependant, ne s'arrête pas comme cela. Il faut garder le lien avec les clients, les rassurer, envisager l'avenir. Nous avons été obligés de fermer l'établissement. Nous avons fait le choix de continuer notre activité professionnelle avec l'entretien des espaces verts, l'entretien des mobil-homes, également l'accueil, surtout téléphonique, pour renseigner les gens, pour les rassurer et éventuellement continuer à leur proposer nos offres estivales. Le fait de ne pas pouvoir faire comme d'habitude, ça leur crée de l'angoisse. Et nous, on est là pour les rassurer, pour leur dire que tout se passe bien et que tout sera prêt quand ils pourront revenir. Si la situation ne se débloque pas, j'arrive même pas à me l'imaginer. Je ne vois pas comment c'est possible en fait. Lorsqu'on a un effet saison, effectivement, on travaille de Pâques jusqu'à septembre.
Et après, le reste du temps, effectivement, on subit des charges, mais on n'a pas de rentrée d'argent. Et c'est là que ça se complique lorsqu'on a un conflit comme on le constate aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on est tous à regarder l'actualité au jour le jour, heure par heure. Chaque jour suffit sa peine, on va dire. Mais voilà, on s'adapte. Et pour nous, eh bien aujourd'hui, on prépare la saison comme si elle devait avoir lieu demain. Donc on essaie d'être réactif. Mais il nous apparaissait souhaitable et nécessaire de commémorer une date importante qui est celle du 30 avril 1945. La libération d'Oléron aura ses commémorations à un moment où justement les libertés sont restreintes. C'est un curieux paradoxe. Qui aurait pu imaginer de pareilles situations? Personne. Personne n'aurait pu songer à un instant à ces bouleversements, y compris les plus anciens d'entre nous. C'est la première fois que je vois une commémoration en petit comité, sans musique, sans drapeau à hisser, sans les porte-drapeaux, sans tous les groupes qui viennent. Mais pour nous au château, il était impossible de ne pas le faire à cause de Maurice. Dernier rassemblement des Français à Saxo. Je vais vous dire ce que Maurice Ballet m'a dit quand je lui ai dit bonjour. Je lui ai dit bonjour Maurice, est-ce que vous ne souffrez pas trop d'être enfermé chez vous? Et il m'a répondu, je ne pensais pas que ça m'arriverait encore à nouveau un jour. Et je trouvais qu'entre l'île d'Oléron qui était occupée par les Allemands et Oléron sous le confinement, il y avait un parallèle incroyable. Et ce 1er mai qui est pour nous une date historique, dans cette époque où on devait être dans des similitudes de temps, il y avait aussi des oiseaux qui chantaient, il y avait aussi le silence, tout le monde attendait la libération. Peut-être même que les Oléronais de l'époque, dans le cadre du confinement sous l'occupation, étaient dans une même situation d'attente qu'aujourd'hui. L'adaptation s'est tirée parti de cette situation exceptionnelle. Cette parenthèse met en évidence, selon nos sensibilités, des moments rares auxquels on ne pensait pas. Prendre le temps d'apprécier la nature, les senteurs, le silence, de goûter à ces petits bonheurs de la vie. Je crois qu'on retombe de plus en plus amoureux de notre métier. Tout simplement parce que pendant qu'il y a des gens qui sont cloîtrés chez eux, nous par exemple, plein confinement ce matin, on sort, il est 8h30 du matin, on a le droit, le joli levier de soleil, le Fort Boyard tout droit face à nous, l'île d'Aix et nos petites huîtres qui nous attendent de les récupérer. En matière professionnelle, là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est beaucoup de calme. Le soir, c'est quand même formidable. Les rainettes, les hirondelles, les martinets viennent d'arriver. Là, je les ai vus hier pour la première fois. Et c'est quand même très appréciable d'entendre le bruit en fond sonore de la mer qui s'échoue. Plus d'avions, quasiment plus. Plus de long courrier, plus de petits avions, plus d'hélicoptères quasiment. Donc, c'est beaucoup moins de voitures. Mais c'est vrai, de ce côté-là, c'est très agréable. Et je pense qu'il faut vraiment en profiter parce que c'est pas tout le temps comme ça. On arrive à découvrir d'autres activités plus calmes. Je pense que si ça reste, ça n'aurait pas été inutile de vivre cette période. Le jour de la Grande Marée, la 117, j'étais muni de ma dérogation. Donc je suis allé vérifier l'état du mur. Et là, je lève la tête. Au nord, au sud, personne. Mais alors là ça fait vraiment étrange. On se retrouve comme sur une terre vierge, inhabitée. Effectivement, on reste chez soi, mais après on profite aussi des moments sans voiture, ainsi de suite, le silence, les oiseaux, pas mal de choses qu'on n'a pas l'occasion de découvrir en temps normal. Le confinement sur Oléron se vit sans doute mieux qu'ailleurs, et il y a des disparités sur l'île selon où on habite. Nous avons peut-être trouvé là le must du genre. Oui, j'étais bien content, suite au confinement, d'être ici, parce qu'on est vraiment présent à la nature. Et c'est magnifique, vu l'emplacement du terrain et de la maison, et qu'on peut profiter de la vue de la mer.
Les gens redécouvrent autour de chez eux des petits chemins, des murets de pierre, des vieilles maisons aussi. Combien de personnes, j'habite Arceau par exemple, combien de personnes à Arceau, moi le premier, ont vraiment pris la peine de prendre les rues les unes après les autres, de regarder les pignons des maisons, regarder les volets, regarder comment elles sont bâties, depuis quand elles sont là? Très peu. On y passe, on revient, on repart, on est pris par son travail, on n'y fait pas attention. Et là, cette période de confinement, je pense, a permis, dans l'obligation quelque part, hein, puisque on ne pouvait pas aller plus loin, donc on restait confiné dans un rayon d'1 kilomètre, eh bien, permettait de se dégourdir et puis en même temps, pour les esprits curieux, de regarder un petit peu ce qui se faisait autour d'eux. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester. Le plaisir d'apprécier la nature, d'écouter les oiseaux, de profiter du soleil et peut-être d'avoir le plaisir de profiter de cette heure qu'on nous accorde pendant le confinement et de la prendre cette heure pour le faire. Il n'y a pas d'âge pour comprendre combien il est important de goûter ce que l'on a. D'un refuge insolite, réfléchir, se poser, se mettre à la place d'autres qui ne jouissent pas de ce privilège d'être sur une île. Oui, surtout quand on a des amis qui habitent justement à Paris ou qui sont dans des appartements où ils sont 3, 4, 5, puis qui peuvent, les seuls endroits où ils peuvent sortir, c'est la rue, c'est le béton, alors que nous, même si on sort pendant 1 heure, on se sent quand même à l'air libre, quoi, on est bien. Puis il y a justement ces petits endroits sur l'île d'Oléron où on peut se retrouver facilement bien, tout seul, et voilà. On est moins concentré, donc on peut espérer qu'on peut passer un petit peu plus loin des gens et prendre un petit peu moins de risques. Oui, dans un premier temps, on le vit pas mal, puisque le Covid n'a pas l'air d'être très présent malgré tout. Donc ça permet de mettre à jour certains travaux qu'on avait, puisqu'on est confiné. Ouais, vas-y, un autre ? Au départ, peut-être qu'on peut se sentir un peu protégé ou par rapport au virus, parce qu'on avait l'air d'être assez à l'écart. Ce qui peut être inquiétant, c'est la liberté retrouvée. Est-ce qu'on va être raisonnable? Est-ce qu'on va en exagérer, en abuser? Voilà, c'est ce qui pourrait, moi, m'inquiéter. Dans le silence général, des bruits étonnants retentissent. C'est là le témoignage auditif des insulaires. La distanciation sociale va resserrer les liens et la solidarité va jouer à plein. La rue est très animée le soir à 20h. Tous les voisins ouvrent leurs fenêtres, on fait de la musique, on tape dans les mains, on chante, on se parle. Cette reconnaissance que les patients ont vers nous, parce que c'est vrai qu'avant le confinement, j'ai été confrontée quelquefois à l'agressivité des personnes et on n'est plus du tout dans le même contexte, on n'a plus réellement le même type de patient qui vient aux urgences. Nous autres, les médecins à Oléron, on s'est groupés pour offrir aux Oléronais une consultation dédiée aux suspects de coronavirus. On ne les reçoit plus dans nos cabinets médicaux, on les reçoit à la maison médicale rue Karine-Hénat, dans un espace dédié. La première semaine, ça nous est tombé dessus, on a fait comme on a pu, on a appelé les mairies pour des chaises dans les salles d'attente en plus ou dehors. On a essayé de trouver des solutions, on en a discuté entre nous au téléphone les uns avec les autres. Et puis au bout d'une semaine, se rendant compte de cette difficulté, on s'est dit, il y a la maison médicale de garde. Par contre, comme partout, il y avait un vrai problème avec les masques FFP2, il ne faut pas se leurrer, Oléron comme ailleurs. On a eu là encore une solidarité extraordinaire. Les masques que nous avons utilisés venaient des fonds de stock de 2010, de la grippe H1N1, et étaient entreposés, une partie pour la Comcom, une partie, voilà. Donc, solidairement, ils nous ont ramené des vieux cartons de masques qui étaient très bien conservés, qui étaient propres, mais qui étaient périmés depuis. Voilà. Les services municipaux sont sur le pied de guerre pour organiser les distributions de masques tant attendues, recevoir les administrés dans les meilleures conditions possibles. C'est 2 jours de distribution en salle polyvalente et les personnes pourront appeler en mairie pour qu'on leur livre les masques à domicile quand elles ne sont pas en capacité de se déplacer. On vous distribue les masques du conseil départemental. Ce sont des
masques que vous pouvez réutiliser. Hein. Le fait de faire participer les jeunes de la commune à la distribution, c'est une action citoyenne et ça permet aussi de sensibiliser et de faire prendre conscience à tout le monde l'importance de la mission et de la démarche. Je dois avoir un rôle pour aussi rassurer les gens. La mise à disposition de masques, pour moi, c'est essentiel, ouais. Même si je ne suis pas convaincu de leur utilité. Je pars chez les personnes, je les aide à la maison. Et en plus du travail habituel, on fait toutes leurs courses à l'extérieur. Je vais à la pharmacie, courses, boulangerie, enfin tout ce qu'ils faisaient avant et qu'ils ne font plus. J'allais voir ma voisine pour savoir comment elle allait. Et par-dessus le grillage, en sonnant, comment tu vas, est-ce que tout va bien. Les autres sont sortis. Et moi j'ai dit, il faudrait qu'on ait un système de communication tous ensemble. Et c'est là que la petite jeune qui habite à côté, Elodie, a dit, moi je fais un WhatsApp, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Les maires devront alors présenter un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique. En fait, j'ai eu des nouveaux clients qui n'avaient pas l'habitude de venir ici. J'ai eu des clients qui m'ont appelé pour faire des commandes et pour se faire livrer. Des clients qui sont plus ou moins argentés et qui ont l'habitude d'aller à Saint-Pierre, dans les plus grandes surfaces, parce que ça leur coûte moins cher. Et ça, c'est tout à fait normal. Et donc, en fait, oui, c'est vrai, ils sont venus ici plus souvent. Et donc, je leur dis merci par ce biais-là. Sur Oléron, on retrouve cette proximité avec les gens. Là, les gens, ils s'intéressent au petit commerce et ils viennent aider le petit commerce. Ouais, entièrement, tous les commerçants. Parce que là, on est mal barré. Les gens nous disent on a besoin de revoir nos petits commerçants, on a envie de contact avec les gens. Et oui, on sent qu'ils ont envie de sortir et de nous revoir surtout, voilà. Et nous, du coup, ça nous fait plaisir. Donc il faut revenir à quelque chose d'assez simple et de basique, c'est-à-dire d'acheter à des gens qui nous côtoient, qui sont nos semblables et nos concitoyens locaux. Voilà, tout simplement. Cette pandémie met en évidence les errements d'un système, va engendrer des réflexions sur notre façon de vivre et l'incohérence d'un monde parfois devenu fou. Au-delà de tout ça, c'est qu'on se rend compte quand même qu'on aura du mal à être en bonne santé si on ne mange pas. Et là, je pense que les gens, voilà, là, manger, c'est avant tout être en bonne santé. Ça fait du bien de se sentir utile et on voit bien qu'avec ce confinement, tous ceux qui continuent à travailler, c'est ceux qui trop souvent sont décriés ou oubliés ou mal payés et puis voilà, quoi. On est moins dans le système de consommation et on retrouve les vraies valeurs. Moi, ce qui m'anime, c'est faire de bons vins et c'est vivre sur l'île d'Oléron. Je considère que c'est une chance de vivre ici. Et je pense que quand on a dit ça, eh bien, on se met dans une position un peu différente, on respecte peut-être plus le territoire, on ne fait pas les mêmes choses. Je pense qu'on doit être un peu débiteur par rapport au territoire aussi, qui nous rend beaucoup de choses. Je pense qu'il va falloir promouvoir le circuit court. Je pense que tout ce qui était de la vente, même sur les marchés, je pense que ça va. Les gens veulent retrouver le producteur en face d'eux. Nous, sur l'île d'Oléron, on a tout. On a des producteurs de viande, des producteurs de poissons, enfin des pêcheurs, on a pas de la cotinière, et on a des maraîchers. Donc je pense que même si on coupait le pont, on arriverait quand même à manger, on arriverait à vivre. Alors peut-être pas comme tout le monde voudrait, mais on arriverait à manger, on survivrait, on va dire. Les légumes se vendent actuellement vis-à-vis de la crise, pour la raison que à la télé, achetez vos légumes, allez au marché, achetez vos légumes, allez directement chez les producteurs acheter les légumes. Ça c'est très bien. Nous, une personne à Paris ne va pas prendre son vélo pour venir acheter des huîtres à Marane-Oléron, ça c'est compréhensible. Quand tu étais dans la vie normale d'avant Covid, chacun a des postures. Là, quand tu as une merde comme ça qui te tombe dessus, qui arrive, faut se filer la main. Putain, attends, tu tombes, je vais t'aider. Tu vois? Donc le mec de la COP, c'est plus le monsieur de la COP, c'est devenu Ludo. Putain, Ludo, il a été sympa, il m'a dépanné du lait. Et puis le gars d'Inter, c'est plus le gars d'Inter. C'est Florian, il dit Florian il est cool parce que du coup il a embauché le gars du château qui est obligé de fermer son resto parce qu'il lui fallait des bras pour faire le drive, parce qu'il a eu plus de 400%, je ne sais plus combien, de demandes du drive la première semaine. Le virus a joué un sacré tour pendant les élections municipales. Les élus, anciens et nouveaux, vont vivre une transition et un passage de relais inédit, sidérant. De Vos
aurait apprécié la logique de l'absurde. On a été obligé d'organiser ce qu'on a appelé un conseil communautaire transitoire, provisoire, qui regroupe des élus dès le premier tour, et puis des anciens élus qui n'ont pas encore été élus ou battus au second tour, organisés sur leur commune. Et puis un président qui convoque des élus avec un ordre du jour, mais qui lui-même ne peut pas prendre part au vote puisqu'il n'est plus élu. On va reprendre dans un contexte vraiment très particulier. C'est une drôle de situation, étrange, comme l'époque qu'on vit en ce moment. Ce n'est pas nos vies personnellement. Personnellement, ce n'est pas non plus une entreprise qui est mise en péril. Donc je pense qu'il y a d'autres priorités. Il y a des priorités sanitaires, mais aussi il y a des priorités économiques et sociales. Je pense que le plus difficile en cette période-là, ça reste le doute quant à la date, quant à ce second tour, quant à la suite. Et on passe d'une période extrêmement intense de la campagne électorale, parce que c'est intense, hein, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de rencontres, et on passe à vraiment presque, on n'a plus rien du jour au lendemain, et on ne peut prendre aucune décision, et on se retrouve sans rien à faire presque. Donc c'est déjà une situation exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, je note que l'action et le travail d'un maire est lourd en responsabilité et qu'on lui demande beaucoup de choses sans forcément qu'il dispose des moyens pour exécuter, si j'ose dire, les directives gouvernementales ou réglementaires. Les plus mauvaises choses ont une fin, la vie revient. Enfin un peu de lumière sur l'île du même nom. Voici le bout d'un tunnel qui était bien long. En fait, on était sur des collections d'hiver et on rouvre le magasin. Il faut tout installer sur les collections été et refaire partir la machine, enfin, avec toutes les nouvelles normes qui sont quand même assez contraignantes. Sens de circulation dans le magasin, le gel hydroalcoolique et puis une cabine sur 2 pour avoir des normes de sécurité davantage qu'on n'avait pas avant, quoi. On avance dans quelque chose qu'on ne connaît pas, voilà, tout simplement. Donc on fait en sorte que tout soit prêt, et puis à ce moment-là, on verra quand on va ouvrir, quoi. On verra, quoi. Là, je crois que pour mon petit client, la rentrée des classes, ça va être le mois de septembre. Je pense qu'effectivement, oui, il y a des modifications de notre comportement qui vont être amenées par cette crise de Covid. Ça me semblerait logique. En cette fin de printemps, enfin on respire. Après les rideaux de fer des commerces, les promeneurs reviennent en forêt. Ne restait que les plages. Les plages. La liberté. Je suis émue d'être ici. J'attends le départ, le feu vert, pour aller me baigner. On n'en veut plus. Depuis tout le confinement, on avait envie d'aller dans l'eau, c'est tout. Voilà. Les plages donc étaient réouvertes à condition qu'un certain nombre de mesures soient mises en place. Un système de circulation depuis les racks à vélo jusqu'à la plage pour que les gens ne se bousculent pas, se croisent à distance. Et puis évidemment, il fallait missionner la police municipale pour contrôler que toutes les prescriptions étaient respectées. Tout ce qui est locaux, je pense qu'ils ont pris conscience qu'il fallait y aller progressivement pour ne pas justement refermer les plages. Donc c'est très important d'y aller tout doucement, progressivement. Et ça, je pense que la majorité des gens l'ont compris. Ça fait du bien d'être dans l'eau. Ah ouais, c'est une renaissance. On vient de là à la base. On n'y passe pas 9 mois sans avoir envie d'y retourner. Carrément, je pense que tous les Oléronais, ça leur a manqué vraiment de ne pas pouvoir aller au moins voir la plage. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde sur les plages de l'île d'Oléron. Toutes les barrières vont tomber les unes après les autres. La dernière sera celle des 100 km et espérer revoir les touristes qui apprécient tant Oléron. Après, ce qui va manquer au jour d'aujourd'hui à cette saison, si tu veux, c'est tous les gens qui ont des maisons ici, mais qui sont à plus de 100 km et qu'on n'a pas en ce moment et qui sont d'habitude là jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin. Et là, c'est un gros manque pour nous, quoi. En étant insulaire, on a choisi cette qualité de vie-là. Et c'est vrai que pendant 2 mois, d'avoir été un peu... ça a été difficile à vivre. Hein. Comment ça se passe? Eh ben, c'est mort.
C'est un avantage justement que tout soit fermé hein, presque. Ben, parce qu'il y a moins de monde. Les gens sont moins attirés, peut-être. Ce que j'attends du Premier ministre maintenant, c'est qu'il autorise les gens des grandes villes, les Parisiens, à revenir à l'île d'Oléron. Qu'on arrête de bloquer le pont, qu'on arrête d'embêter les gens avec les 100 km et que nos clients reviennent à l'île d'Oléron. On navigue à vue, on est dans l'inconnu la plus complète. Au niveau du personnel, on a prévu du personnel en moins. Voilà. Le personnel qui devait embaucher au mois de mars, il arrive que maintenant. Et puis là, vraiment, on navigue à vue. C'est l'inconnu. Ne manquez plus au tableau que les cris des enfants dans les cours d'école. La gestion des affaires scolaires n'est pas une mince affaire, mais tout le monde va y mettre du cœur à l'ouvrage. Déjà, on a pu leur matérialiser les choses en espaçant les tables dans les classes. Donc il a fallu très souvent enlever du matériel ou laisser une table libre entre chaque enfant. C'est passé aussi par un lavage des mains très fréquent dans la journée. Donc voilà, dès leur arrivée en classe, on les fait se laver les mains. Voilà, dans les premiers temps, le protocole sanitaire était très strict et même dans la cour, il fallait absolument respecter ces distances. Donc il a fallu inciter les enfants à jouer à d'autres jeux, à des jeux voilà, où la distance était assurée. Cette parenthèse temporelle se referme avec l'arrivée d'un été qui va être une renaissance. Mais quelle en sera la hauteur? Le démarrage sera-t-il timide ou fulgurant? Des doutes au départ se sont fait sentir, et pourtant... Mieux qu'on ne le craignait au mois de mai ou au mois de juin. La première quinzaine de juillet, qui est en général calme, a été très fréquentée, et ensuite la deuxième quinzaine et le mois d'août ont été conformes à ce qu'on vivait jusqu'à présent. Donc globalement, juillet et août ont été tout à fait remarquables, avec des Français qui ont redécouvert la France pour beaucoup d'entre eux. Et j'ai entendu des propos très chaleureux à l'égard de l'île d'Oléron de la part de ceux qui le découvraient. La saison estivale, qui d'ordinaire se finit en pente douce, va connaître sur l'île un pic, un bouquet final étonnant, avec le passage si attendu de la grande boucle, qui avait pris bien du retard à cause de cette pandémie. Et finalement, c'est en septembre, mais elle arrive quand même au bon moment parce que la saison n'est pas terminée. On n'oubliera pas cette étape de Charente-Maritime. Il y a une insularité forte et un littoral qui va être magnifiquement montré. Que garderons-nous de ces semaines printanières? Quelles leçons y aura-t-il à tirer de cette pandémie? Ou comment l'infiniment petit, comme un grain de sable insidieux, bloqua le monde? L'amnésie, l'oubli, feront-ils leur chemin? L'avenir nous le dira, mais tout à la joie d'une vie enfin normale, respirons à plein poumon l'air oléronais. Vivons!